Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule pour vous, que vous nous regardez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler armée romaine. Bah oui, parce que si je vous dis une des armées les plus puissantes de l'Antiquité, l'une des premières à vous venir en tête, c'est certainement l'armée romaine. Et c'est d'ailleurs pas rare de la croiser dans la fiction, à commencer par Astérix par exemple. Mais dans la réalité des faits, comment elle fonctionnait, cette armée romaine, à quoi elle ressemblait, à quoi ressemblait aussi la vie d'un soldat? Et bien pour le découvrir, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Le Bohec, qui est professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, ainsi que grand spécialiste de l'Afrique romaine et de l'histoire militaire de Rome, dont on va en partie parler aujourd'hui. Il a écrit de nombreux livres et articles sur le sujet, comme Vercingétorix, stratège et tacticien en 2023, mais aussi Les grands généraux de Rome et les autres en 2022, ou encore La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire en 2020. Il contribue aussi à de nombreuses revues comme Histoire Magazine par exemple, pour laquelle il a récemment consacré un article sur les conflits entre Romains et Germains dans un numéro qui est dédié à la guerre de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et c'est d'ailleurs grâce à la rédactrice en chef de ce magazine, Sylvie Dutot, que cet entretien peut se faire. Donc vraiment, je la remercie. Merci Sylvie de nous avoir mis en contact avec Yann. Et on peut dire bonjour à Yann Le Bohec. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Moi, quand j'ai annoncé votre participation à l'émission, on a eu de très nombreux messages sur les réseaux sociaux. Alors, non seulement pour poser des questions de fond sur le sujet du jour, donc tant mieux, mais aussi pour... Il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, je l'ai eu comme prof, c'était génial, c'était les meilleurs cours que j'ai eus. » On a même un modérateur ici de Twitch qui nous a dit « Moi, je l'ai eu comme prof et on l'aimait tellement qu'un jour, il y a eu une rumeur sur le fait qu'il partait à la retraite et du coup, on s'est tous cotisés pour lui acheter un bouquet de fleurs. » Alors qu'en fait, il partait pas à la retraite. Mais j'ai eu le bouquet de fleurs, effectivement. Alors, Yann, j'ai pour habitude dans cette émission de demander aux intervenants comment ils en sont arrivés là. En l'occurrence, comment vous avez commencé à vous intéresser à cette armée romaine? Eh bien, d'abord, c'était dans le ventre de ma mère, si je puis ainsi m'exprimer, puisque je suis né à Carthage. Ah. Ça explique bien des choses, n'est-ce pas? Et puis, en fait, c'est un petit, à la fois par goût et par accident. Par goût, pour moi, c'est l'Antiquité qui comptait beaucoup, grecque et romaine, les langues, la philosophie, l'histoire. Et puis, il s'est révélé que j'étais moins mauvais en histoire qu'en philosophie ou en langue. Et donc, je me suis orienté vers l'histoire. Et puis, je voulais faire une thèse initialement sur les étrangers dans l'Afrique romaine. Et je me suis aperçu très rapidement que ces étrangers étaient surtout essentiellement des soldats, ceux qu'on connaît du moins. Et donc c'est comme ça que je suis parti sur la piste des soldats et j'ai découvert petit à petit que les soldats étaient conçus, l'armée romaine était conçue comme une institution, simplement, alors qu'en fait elle est plus que cela, elle est un organisme qui intervient dans la vie des sociétés, des États. Et en particulier l'armée romaine, qui était une armée très, très performante, très efficace, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation. Et je suis en train de développer d'aller plus loin que la notion d'institution. Dans les deux ouvrages que vous avez cités tout à l'heure, je parlais de l'armée d'une manière générale, la stratégie, la tactique, les généraux, effectivement. Et maintenant, je m'intéresse à ce qui me paraît être le point culminant d'une étude d'histoire militaire, c'est-à-dire le soldat. Que ressentait-il au combat? Dans quelles dispositions y allait-il? Comment se battait-il? Qu'est-ce que le combat du soldat? Alors, avant toute chose, je pense que pour bien commencer cet entretien et être d'accord sur ce dont on parle, on va faire un petit point lexique. Est-ce que vous pourriez nous définir déjà ce qu'est à la fois une armée, mais aussi un soldat? Alors, le mot armée a deux sens. Ça peut être l'armée romaine en général, c'est l'ensemble de tous les soldats qui étaient chargés de défendre l'Empire, ou bien une armée romaine, quand il y avait un conflit avec les Germains, par exemple, puisque nous en avons parlé, mais aussi l'Iran, qui était le deuxième grand adversaire. Et là, ce n'était qu'une partie de cette armée. Et le soldat, c'est un homme qui a pour mission de tuer
et qui, accessoirement avec humour, a le souhait de ne pas être tué quand il va au combat. Ce que je vous propose, c'est que cet entretien, on le découpe un peu en 3 parties, à savoir une première partie sur un peu, on va tenter de connaître un petit peu, d'approcher ce qu'est l'armée romaine. Ensuite, on se concentrera un petit peu sur le combat et on finira sur un cas pratique, à savoir la Germanie, parce que vous avez un peu bossé dessus aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre une guerre et un conflit? Les deux termes peuvent être utilisés de manière comme synonyme. Mais effectivement, la guerre est un ensemble de combats qui se termine par une victoire qu'on appelle victoire décisive. En fait, c'est la victoire qui arrive quand l'ennemi est épuisé. Le conflit, ça peut être beaucoup plus limité ou au contraire beaucoup plus long. On peut parler d'un conflit entre Rome et les Perses, Rome et les Germains, qui a duré depuis en gros 105 avant Jésus-Christ jusqu'à la disparition de l'Empire au 5e siècle. Mais on peut employer le mot conflit aussi pour une petite rencontre localisée, géographiquement très limitée. Il y a un conflit contre les Numides au temps de Jugurtha. Quand on a préparé cet entretien, vous nous avez expliqué qu'on ne connaissait pas vraiment l'armée romaine avant le 2e siècle, avant notre ère. Est-ce qu'on a quand même des traces? Et si oui, qu'est-ce qu'on en sait du coup de cette armée? Alors, vous posez un problème auquel que je pourrais traiter en 2 ou 3 heures, mais je pense qu'il faut... C'est l'introduction. Voilà, c'est l'introduction. Donc, en fait, du point de vue des sources, nous avons en gros 3 périodes. La période qui va depuis les origines de Rome jusqu'au 3e, 2e siècle avant notre ère. Là, nous avons surtout des textes, mais des textes qui sont écrits par des auteurs du 2e siècle, voire du 1er siècle, qui imaginent que tout était comme ce qu'ils ont vécu, que ce qu'ils ont vu. Donc, il faut se méfier de ces textes, il faut les interpréter, et nous avons peu de documents archéologiques. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, là, les documents archéologiques se multiplient, on a des camps, on a des armes, on a des sculptures qui représentent des soldats, et nous avons des textes qui sont, dont certains sont admirables. César, qu'on aime ou non le personnage, nous a laissé des écrits extraordinaires. Tacite, après Tite-Live, Dion Cassius, etc. À partir au moment du 3e siècle, nous avons une espèce de lacune. L'Empire est en crise, il y a moins d'écrivains, il y a moins de production, moins de documents archéologiques. Et puis pour le 4e siècle, on retrouve de nouveau à la fois des textes, notamment Ammien Marcellin, qui pour moi est le plus grand auteur, le plus grand historien de Rome. Et puis, on retrouve aussi des documents archéologiques, des forts, des monnaies, des objets, des armes, qui permettent d'avoir une idée de ce qu'était l'armée du 4e siècle. Et alors, pourquoi on la connaît moins bien après? À partir du 5e siècle, il y a une coupure et un problème idéologique. La coupure est claire entre l'Occident et l'Orient. En Orient, il y a la civilisation byzantine qui se met en place lentement. Alors certains auteurs disent que Constantin, au début du IVe siècle, est byzantin. D'autres disent que l'Empire byzantin a commencé plus tard. En fait, il y a une transformation qui est lente et inexorable vers un empire qui, à mon avis, n'est pas romain, même si il s'appelle romain. Et même s'il est perçu comme romain par les autres, les Arabes appellent Roumi, c'est-à-dire romains, ceux qui sont leurs ennemis, ceux qui le combattent. Et alors qu'en Occident, à partir de 406, en 406, vous avez les Vandales, les Alains, les Suèves traversent le Rhin pendant la nuit du 31 décembre. En 410, les Visigoths s'emparent de la ville de Rome à 2 reprises et la pillent. Et tous ces barbares, je dis barbares, ça n'est pas péjoratif dans mon langage, c'est simplement le sens premier du terme.
C'est-à-dire, barbare, c'est une onomatopée. Ce sont des gens qui parlent une langue qu'on ne connaît pas. Donc, tous ces barbares qui ne sont pas seulement des Germains, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les Alains n'étaient pas des Germains. Et tous ces barbares, donc, se sont installés dans l'Occident par vagues, les uns après les autres, Vandales, Alains et Suèves d'abord, qui ont pillé la Gaule, puis qui sont allés s'établir en Espagne, puis qui sont allés s'établir en Afrique du Nord. Les Visigoths, qui ont essayé de passer en Afrique, n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas trouvé assez de navires, sont revenus retraverser l'Italie, se sont installés dans le sud-ouest de la Gaule, puis ils se sont installés dans la péninsule ibérique, d'où ont été chassés les Vandales et les Suèves, les Alains et les Suèves. Et à mon avis, si vous voulez, quand la frontière est percée, quand la capitale est prise, il y a une coupure qui est nette. Et il n'y a pas de date très précise. Hein. Je ne veux pas dire le 31 décembre 406 ou en 410. Il y a une dégradation de l'Empire d'Occident qui fait que l'Occident romain disparaît et que vient naît à sa place l'Occident barbare. D'ailleurs, autour de ce sujet, on a fait un entretien absolument passionnant avec Bruno Dumézil sur ce qu'on appelait jadis les invasions barbares, mais en fait, on ne les appelle plus comme ça. On ne parle plus d'invasion, effectivement. Le mot est mal vu. C'est le mot qui est critiqué. Enfin bon, ils sont quand même pas entrés en touriste avec un visa. Hein. Ils se sont imposés. Mais ce que voulait dire Bruno Dumézil, qui est incontestablement un grand maître et un grand savant, c'est qu'ils n'étaient pas innombrables. Ils n'ont pas fait disparaître les populations antérieures. C'était des petits peuples. Par exemple, pour les Vandales, ils étaient certainement moins de 200 000. On estime, je les estime à un peu plus de 100 000 personnes. Donc vous voyez, sur un territoire comme la Gaule, un territoire comme la péninsule ibérique ou comme le Maghreb actuel, 100 000 personnes, ça n'est quand même pas une masse terrible. On nous pose une question, on nous demande est-ce que le rôle de l'armée allait au-delà de la simple défense territoriale, notamment est-ce que l'armée avait un rôle dans la gestion politique, commerciale ou la diffusion de la culture romaine ? Alors, oui et non. Officiellement, l'armée n'avait pas de fonction dans ce sens. Ce n'était pas son métier, sa raison d'être. Un soldat, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il est fait pour tuer des ennemis, c'est tout. Mais les soldats romains, en particulier les légionnaires, étaient citoyens romains, et être citoyen romain, c'était quelque chose d'admirable. Et donc, tout le monde s'est mis à les imiter, à imiter leurs costumes, leur façon de manger. La cuisine à l'huile était un marqueur de la civilisation. Celui qui n'aimait pas la cuisine à l'huile était un barbare, justement. Ils ont eu donc un rôle culturel à cet égard. Ils sont arrivés avec leurs dieux, que tout le monde a fini par admirer rapidement, parce que c'était les dieux des vainqueurs, hein, il ne faut pas le négliger. Et puis d'autre part, ces soldats, les légionnaires, percevaient un salaire. Alors le salaire était très modeste pour les légionnaires, ça leur permettait juste de vivre à peu près correctement, mais pour les officiers, il était 1000 fois supérieur, et il y avait une échelle des salaires qu'on n'imagine pas de nos jours. Et comme l'armée était présente sur toute la frontière de l'Empire, elle a créé une limite de civilisation et d'économie, une zone qui était riche et romanisée en raison de ces deux facteurs. Et donc, elle a attiré beaucoup de gens qui, étant au service des légionnaires et de leurs officiers, se sont eux aussi romanisés et enrichis. Et donc, il faut avoir cette idée. Enfin, moi, j'ai cette idée de l'Empire comme un immense territoire, hein, qui recouvrait tous les pays qui se trouvaient autour de la mer Méditerranée et qui était encerclé par un cordon de romanité et de prospérité. Alors, de façon institutionnelle, comment est-ce qu'était organisée l'armée romaine sous la République ? Alors, sous la République, il n'y avait pas de métier de soldat.
c'était un service militaire qui était obligatoire. Donc chaque année, le 1er mars, c'est le mois qui tire son nom du dieu de la guerre. Chaque année, au début mars, tous les jeunes gens se présentaient dans les camps où les attendaient les officiers qui faisaient le tri. S'il y en avait qui étaient malades, qui n'étaient pas en forme, on les renvoyait. Sinon, ils étaient gardés et ils servaient pendant toute la campagne, c'est-à-dire jusqu'au 15 octobre. À la mi-octobre, il y avait une cérémonie religieuse qui marquait la fin de l'année militaire. Mais évidemment, quand les soldats se sont mis à aller dans des territoires qui étaient quand même très éloignés, imaginez un Italien du Latium qui se retrouve en Syrie pour combattre tel ou tel roi, et il ne peut pas rentrer chaque année à la maison y passer l'hiver. Donc le métier de soldat a été de plus en plus long, de plus en plus durable. Et c'est devenu un métier, en fait, alors que c'était simplement un service obligatoire, mais limité en principe dans le temps. Alors, il y avait les légionnaires qui étaient soumis à ce régime, et puis l'État romain avait le droit de demander à tous les peuples qui avaient passé un traité avec Rome de fournir des soldats. Alors, on sait que les Baléares étaient de très bons frondeurs, que les Crétois étaient de très bons archers, que les Gaulois étaient de très bons cavaliers. Donc, en fonction de ses besoins, le général romain demandait tant ou tant d'alliés, ce qu'on appelle d'un mot latin les socii, qui venaient renforcer les légionnaires. Mais il faut bien voir qu'au combat, le légionnaire était l'élément essentiel. Les autres n'étaient que des auxiliaires. Excusez-moi de vous interrompre, on rappelle juste quand même que la République, en gros, la naissance de la République, c'est à peu près la fin du VIe siècle, avant notre ère, et que cette République, elle prend fin avec les guerres civiles, et Jules César, en fait, en 25-27... Disons plutôt avec Auguste. Avec Auguste, oui, tout à fait. Oui. Il y a la bataille d'Actium en 31 qui met un terme aux guerres civiles que vous avez évoquées. Et donc Octave, fils adoptif de César, est le seul maître. En 27, il reçoit le surnom d'Auguste. Et en fait, à partir de 27, il est le seul maître de l'Empire. Et il est un souverain, un monarque, comme vous voulez, un roi sans le titre. Voilà, un empereur. Souvent, alors, il y a souvent cette fausse info qui tombe sur Internet sur Jules César empereur. Non, voilà. Oui, c'est un mauvais usage, une mauvaise traduction du terme impérator, parce que tout général victorieux avait droit au titre d'impérator. Et à partir d'Auguste, l'empereur était censé être le général victorieux, même s'il n'était pas présent sur le terrain. Donc, on a vu cette structuration de l'armée avec ce service qui est censé être temporaire durant l'année. Donc, comment ça évolue sous l'Empire ? Alors, sous l'Empire, donc je crois que je viens de le dire, pour les légionnaires, le service militaire était obligatoire. Il y a toujours eu un conseil de révision. Donc, les gouverneurs dans les provinces passaient de ville en ville pour regarder les jeunes gens et sélectionner ceux qui lui paraissaient les mieux adaptés pour servir dans l'armée. Et en fonction de leur statut juridique, ils recevaient une affectation. Donc, le fils d'un citoyen romain était citoyen romain et il servait dans les légions, dans une légion. Le fils d'un pérégrin, alors on appelle pérégrin un personnage qui est un homme libre, mais qui n'est pas citoyen romain. Par exemple, un Vénète, les Vénètes étaient les habitants du Morbihan. Donc, un Vénète est un pérégrin. C'est un homme libre, mais il n'est pas citoyen romain. Et donc, il sert dans les auxiliaires ou dans la marine. En revanche, les citoyens romains originaires du Latium ou des environs entraient dans la garnison de Rome, en particulier
ils formaient les cohortes prétoriennes. Donc vous voyez, il y a une hiérarchie, garnison de Rome avec notamment les prétoriens, légions, pérégrins et marines. Et alors, on parle de légion. C'est organisé comment une légion? L'Empire romain a été défendu par très peu de soldats. Hein. On s'en extasie quelquefois. 300 000 hommes. Pensez que pendant la guerre d'Algérie, il y avait quand même 600 000 soldats français sur le terrain. Oui, bon, enfin, peut-être qu'à l'époque, ils étaient moins nombreux. Je veux dire, la population était moins nombreuse. La population était moins nombreuse, mais l'Empire était quand même immense. Hein. Ah oui, oui, oui. Et la citoyenneté romaine a été très largement diffusée. Donc, au moment du recrutement, on n'avait pas de problème. Le proconsul qui examinait les gens en Afrique du Nord n'avait pas de problème pour trouver des jeunes gens qui étaient physiquement forts, pas trop idiots en même temps, parce que il fallait tenir compte de ça aussi. Donc, il y avait pour tout l'Empire, en gros, 25 légions au début, puis on a augmenté les effectifs jusqu'à environ 33 légions. C'est-à-dire 33 fois 5 000 hommes. Ça n'est pas énorme, évidemment. Donc, la légion, c'est 5 000 fantassins lourds. Lourds, je précise, ça veut dire qu'ils ont un équipement complet, à la fois défensif et offensif. Défensif, c'est le casque, la cuirasse, le bouclier, les jambières. Offensif, c'est l'épée et le javelot. Fameux couple gladius-pilum au 1er, 2e siècle. Et donc, c'est 5000 fantassins, plus un peu plus d'une centaine de cavaliers. Les légionnaires sont répartis entre centuries. Tous les lecteurs d'Astérix le savent. Hein. Centuries, manipules. Donc, 2 centuries font un manipule, 3 manipules font une cohorte, et 10 cohortes font une légion. Et chaque soldat est très attaché à sa cohorte, à sa centurie, son manipule, et même à ce qu'on appelle le contubernium. C'est un terme qui n'est pas officiel dans la hiérarchie militaire. Contubernium, c'est le groupe de soldats qui partagent le même baraquement dans le camp, la même chambrée plus exactement, dans un camp permanent, ou la même tente quand ils sont en opération. Bon, j'espère que vous avez bien tous chopé, ceux qui nous écoutent, un petit carnet pour noter combien de cohortes on doit avoir pour avoir une légion et faire vos petits calculs chez vous. Voilà. En tout cas, il y a le nom, il y a l'œuvre qui a été citée d'Astérix. Moi, on m'a soufflé que vous conseillez à vos élèves de lire Astérix. Oh, bien sûr. Je sais que Christian Boudinot, qui est un grand historien, entrait dans une colère terrible quand on lui parlait d'Astérix. Je respecte Boudinot, mais je trouve qu'il manquait du sens de l'humour. Astérix, c'est très drôle, mais ce n'est pas un cours d'agrégation, hein, évidemment. Alors, on nous dit, oui, c'est 33 légions, mais il y avait donc les auxiliaires en plus. Oui, on ne connaît pas le nombre d'unités auxiliaires dont disposait l'Empire, mais on estime qu'il y avait à peu près autant d'auxiliaires que de légionnaires. Pour la marine, on sait qu'il y avait 40 à 50 000 hommes environ, ce qui est considérable. Hein. 300 000 pour l'armée de terre, 40 000 pour la marine, c'est beaucoup. On sentait vraiment qu'il y avait une différence dans les relations qui étaient reflétées par les hiérarchies sociales et culturelles de Rome. Bien sûr. La hiérarchie tenait justement à ce statut de citoyen romain que tout le monde enviait, que tout le monde essayait d'avoir quand il ne l'avait pas, évidemment. Et le citoyen romain était très fier. Les légionnaires, c'était ceux qui avaient conquis l'Empire. Et c'était les vainqueurs. Et donc tout le monde les admirait, tout le monde voulait les imiter à beaucoup d'égards, d'autant que la civilisation romaine, alors je fais un petit excursus, je quitte l'armée très brièvement, la civilisation romaine était une civilisation qui était très agréable, une civilisation des loisirs. On pouvait aller tous les jours au terme, c'était un grand moment de la journée. On allait de temps à autre au combat des gladiateurs, au théâtre, au cirque, dans des courses de chevaux. Mais en outre, comme l'Empire était pacifié, les gens vivaient bien. Ils ne connaissaient pas, les guerres se déroulaient à l'extérieur.
le Haut Empire a été une période tout à fait agréable, autant que faire se peut, évidemment. Hein. Ça n'a pas tout résolu tous les problèmes, bien entendu, comme de nos jours. C'était pas, alors je sais plus, j'avais fait un épisode dessus, mais alors on a fait tellement de vidéos sur Nota Bene, c'est pas Caracalla qui avait proposé à un moment donné d'étendre la citoyenneté à tout le monde. Alors oui. Alors sous prétexte de rassembler, parce que justement tout le monde voulait être citoyen. Bon, en vrai, c'est que chaque citoyen était un peu, il me semble, taxé aussi. Donc c'était un peu pour les impôts qu'il l'avait fait. Non. Non, en fait, non. Pendant longtemps, on a admiré, donc effectivement, il y a eu un édit de Caracalla, dont le texte est connu par un papyrus qui dit « Je donne la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire qui ne l'auraient pas encore ». Donc on a trouvé ça admirable, on a imaginé que ça avait transformé en citoyens romains un nombre incroyable d'habitants. Or, en fait, la citoyenneté romaine, depuis l'époque d'Auguste, c'est-à-dire depuis plus de 2 siècles et demi, avait été très largement diffusée, très largement accordée. Et par exemple, il suffisait de naître dans une colonie, hein, il y avait le droit du sol qui existait, pour devenir citoyen romain. Étant donné que je suis né à Carthage, je suis citoyen romain. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient citoyens romains. Et à l'heure actuelle, on considère que cet édit de Caracalla avait pour seul but d'achever un processus qui était engagé depuis très longtemps et que finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a eu peu de gens qui en ont bénéficié, mais il y en a eu qui en ont bénéficié, bien sûr. Alors, revenons-en à l'armée. L'image qu'on peut avoir de cette armée romaine, c'est une armée aussi où on a un important esprit de corps, de groupe. Et on se demandait en préparant l'émission si ça laissait une place finalement à l'individualisme et à l'initiative du légionnaire. Non et oui. Non, parce que le légionnaire occupe une place qui est définie et c'est le travail du centurion de veiller à ce que ces hommes soient chacun à sa place. Mais oui, au moment où le combat individuel s'engage, une bataille, ça met en jeu 50 000 barbares d'un côté, 50 000 Romains de l'autre, de chiffres approximatifs, hein, bien entendu. Et en réalité, concrètement sur le terrain, ça revient à faire 50 000 duels, 50 000 combats individuels. Et c'est à partir du moment où le soldat arrive à 4 mètres de la ligne des barbares, des ennemis, germains ou iraniens, que là, il agit en toute liberté. Il combat comme il le veut. Alors je pense que je vais pouvoir montrer que arrivé à environ 4 mètres de la ligne des barbares, le légionnaire lance son javelot, son pilum. Le bonhomme qui reçoit ça est tué sur le coup, ou en tout cas est mis hors de combat. Il se précipite sur le deuxième barbare qui est derrière, il lui donne un coup de bouclier. Alors là, justement, il peut le donner avec le haut du bouclier, le milieu du bouclier où il y a une petite boule, une demi-boule de métal, voire le bas du bouclier. Il lui donne un coup de bouclier. Le barbare est déséquilibré sous ce coup pendant quelques fractions de secondes ou quelques secondes, et à ce moment-là, le légionnaire lui enfonce son épée dans le ventre, dans la poitrine. Le meilleur coup, le coup le plus étonnant, c'est de faire entrer l'épée par le haut de l'épaule et de l'enfoncer à travers le poumon. Chouette. Oui, mais c'est efficace. Oui, donc il y a l'esprit de corps, il faut coordonner les choses, il faut que tout le monde reste à sa place et obéisse pour l'efficacité du déploiement, mais finalement, quand on se retrouve et puis, corps à corps... il faut compter sur les amis qui peuvent vous aider à un moment où le légionnaire doit pouvoir compter sur ses amis, bien entendu. Alors, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on devient soldat ? À l'époque républicaine, donc en gros, effectivement, entre 500 et 31 avant Jésus-Christ, le service militaire est obligatoire. Les jeunes gens, qui sont dans leur grande majorité des paysans et surtout des montagnards, le paysan de montagne est le soldat le plus recherché par les officiers. Donc, les paysans se présentent
début mars, présente au camp. Ils sont retenus ou ils sont renvoyés, suivant les circonstances, et ils restent soldats jusqu'au 15 octobre, sauf s'ils servent très loin et ne peuvent pas rentrer à leur domicile. À l'époque impériale, il y a un conseil de révision qui se tient de manière très irrégulière. Vous savez, les Romains n'étaient pas comme les Français, comme l'État français. Il n'y avait pas de règles très très strictes. Donc le gouverneur de province en Italie, c'était un personnage spécial qui était on appelait le dilectator, le responsable du recrutement. Donc ce personnage va de ville en ville, les jeunes gens se présentent devant lui, il choisit ceux qu'il estime. On lui a demandé, on lui dit il faut donner 20 légionnaires, 30 auxiliaires, ou 30 légionnaires, 20 auxiliaires. Il choisit les meilleurs parmi ceux qui se présentent devant lui. Et à partir de ce moment-là, les jeunes gens vont dans un camp. Ils doivent acheter eux-mêmes tout leur équipement. L'État ne fournit rien du tout. Ils vont dans un camp avec l'équipement qu'ils viennent d'acheter. Ils y font leur classe, comme on disait de mon temps. C'est-à-dire qu'ils passent 4 mois pendant lesquels ils apprennent le métier de soldat. Et après, ils deviennent légionnaires. Il faut qu'ils soient reconnus, aptes, ou bien ils sont renvoyés. Et s'ils sont retenus aptes, ils restent légionnaires pendant 25 ans. Là, c'est devenu un métier. Les auxiliaires, ceux qui sont envoyés dans les unités auxiliaires, c'est 30 ans. Et ceux qui sont envoyés dans la marine, c'est 30 à 35 ans. Sachant que, en général, le recrutement, le conseil de révision est passé vers 18 ans et que l'espérance de vie était de 48 ans. Le temps de retraite n'était pas très très long en moyenne. Et un certain nombre d'ailleurs de ces messieurs mouraient de maladies ou d'autres choses pendant leur temps de service militaire avant de l'avoir terminé. Bon, tout ça signifie en tout cas que c'est pas parce qu'on est citoyen qu'on est obligatoirement soldat en fait. Non, mais il y a certains jeunes gens qui ont très envie d'être soldats. Ce métier leur plaît, le salaire régulier, l'uniforme, le succès qu'on a auprès des dames. Donc, il y a des jeunes gens qui veulent absolument être soldats. Et on a des citoyens romains qui acceptent d'entrer dans les auxiliaires pour être au moins soldats si on ne les prend pas comme légionnaires. Et ça, c'est pareil sous l'Empire ? C'est sous l'Empire surtout, oui. Non, c'est sous l'Empire. Alors, quand on était à l'école, qu'on étudiait Rome, on entendait parler du cursus honorum. Ça sert à... Qu'est-ce que c'est, le cursus honorum ? Alors, ça concerne cette fois-ci non pas les soldats, mais les officiers. Et en fait, ça concerne les nobles. Il y a 2 sortes de groupes. Il y a une semi-noble, ce que j'appelle une semi-noblesse, mais bon, ce ne sont pas des nobles, ce sont les chevaliers. Et puis, il y a les sénateurs qui sont les officiers supérieurs. Alors, les sénateurs c'est eux seuls qui suivent le cursus honorum. Le cursus honorum, c'est la suite des honneurs, c'est la carrière des honneurs, plus exactement. Ce sont les 4 magistratures, questeur, qui s'occupe des finances, édile, qui s'occupe de l'entretien des monuments et de la police, prêteur, qui dit le droit, c'est le juge, et consul, qui est le magistrat politique à l'intérieur de Rome et militaire à l'extérieur de Rome. Donc ça fait 4 années, chacun de ces postes dure 1 année. Ça fait 4 années sur une carrière un peu assez longue. Entre ces postes, le noble exerce des fonctions différentes et notamment des commandements militaires. Avant même de commencer les magistratures, il peut devenir tribun militaire. Le tribun militaire, c'est l'équivalent d'un capitaine, si vous voulez, ou d'un commandant, entre les deux. Ensuite, il y a des fonctions civiles diverses, économiques, directeur d'un trésor, par exemple, ou technique, responsable de l'entretien des routes dans telle ou telle région. Et il y a le commandant de légion qui arrive après la préture. C'est déjà un homme qui a environ 40 ans au moins.
et qui commande une légion, donc 5000 hommes, c'est l'équivalent d'un régiment. Donc je dirais que si vous voulez, c'est un peu un colonel. Et puis après, il y a le commandant d'armée, le personnage qui commande plusieurs légions, qui a le même titre, il est légat impérial que le commandant de légion, mais il est au-dessus des autres légats impériaux. Alors, on l'a compris, donc pour être soldat dans l'armée, il faut être citoyen, si on veut être légionnaire, mais donc on peut aussi être soldat dans cette armée si on n'est pas citoyen en rejoignant du coup d'autres corps. Mais c'est pas parce qu'on est citoyen que donc c'est obligatoire. On peut totalement refuser et se dire, moi de toute façon je veux pas me battre, donc j'y vais pas. Ah non, non, non. On ne peut pas refuser. Ah, c'est obligatoire. Celui qui refuse, c'est la peine de mort. C'est embêtant. C'est embêtant, effectivement. Et la peine de mort immédiate et sans discussion. D'accord, donc on peut pas se débiner. Et on a des traces de gens qui ont refusé de se présenter ou qui désertaient peut-être. Il y a eu, d'abord, dans une petite ville, toutes les villes de l'Empire étaient des petites villes qui avaient, sauf cas exceptionnels, comme Rome, Lyon, Carthage, notamment. Toutes ces villes étaient des petites villes de 5000 habitants, tout le monde se connaissait. Et donc, si un jeune homme ne se présentait pas, il y avait des gens qui disaient au consul, responsable du recrutement, mais il y a le petit jeune homme là qui n'est pas venu. Et donc, les gens n'hésitaient pas, ils se présentaient. Les jeunes gens se présentaient. On a le cas d'un chevalier qui avait fait couper un doigt à son fils pour qu'il ne fasse pas le service militaire. Il a été puni très sévèrement, je ne me rappelle plus très exactement, je crois qu'il a été réduit en esclavage, si je me souviens bien. D'accord, et on a des traces peut-être de jeunes hommes qui ont fait exprès d'être incompétents peut-être pour ne pas aller pas s'engager. On n'en a pas. Les premiers vrais refus sont arrivés avec les chrétiens, qui ne voulaient pas avec quelques chrétiens qui ne voulaient pas entrer dans l'armée. C'est une toute petite minorité, que la grande majorité des jeunes gens chrétiens sont entrés dans l'armée. Mais quelques-uns, justement, ont refusé. Ils ont refusé pour deux raisons. Une ou l'autre, ou les deux raisons à la fois. La première, c'est qu'il y a le commandement « tu ne tueras point » qu'ils prenaient à la lettre, alors que l'Église chrétienne autorise les jeunes gens à tuer quand ils entrent à l'armée. Et puis la deuxième, c'est que les soldats romains participaient à des cérémonies religieuses païennes. Et je dis le mot païen, j'y reviendrai tout à l'heure, j'espère, est intéressant. Donc ils ne voulaient pas participer à des cérémonies religieuses païennes. On nous pose la question des esclaves. La doctrine marxiste de Karl Marx disait que les esclaves ne pouvaient pas entrer dans l'armée à l'époque romaine parce que les hommes libres craignaient que ces gens prennent les armes et ne se retournent contre eux. À l'heure actuelle, je crois que plus personne n'admet cette interprétation. Nous pensons tout simplement que l'esclave était un homme qui était indigne. S'il était esclave, on n'imaginait pas que ce soit de sa faute ou de la faute d'un autre. S'il était esclave, c'est que il n'était pas un homme, il n'était pas tout à fait un être humain. Il était méprisable. Il n'était pas digne de porter les armes. Porter les armes, c'est quand même un honneur. Oui, donc ils étaient totalement exclus, quoi. Ah, les esclaves étaient totalement exclus de l'armée, oui. Il y a quelques cas très rares où l'État romain, ayant besoin de soldats et n'en trouvant pas facilement, avait mobilisé des esclaves. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, l'esclave passait devant deux tables, avec un magistrat derrière chacune. Devant la première table, le magistrat lui disait « Je te donne la liberté, tu deviens un affranchi, tu es un homme libre ». Et devant la deuxième table, on lui disait « Tu vas servir dans la marine », qui était le seul corps où on utilisait vraiment des esclaves, peut-être dans des cas très rares, dans des légions, des unités auxiliaires, mais l'esclave n'était pas digne de porter les armes, à mon avis. Quid, on nous pose la question aussi, forcément il faut la poser, des femmes. À l'époque républicaine, les paysans avaient évidemment le droit de se marier, ils avaient des épouses, donc, qu'ils abandonnaient le temps du service militaire.
le recours à la prostitution n'a jamais perturbé le moindre citoyen romain. C'était considéré comme quelque chose de normal, à condition que ça ne soit pas trop fréquent. Donc c'était une possibilité. Évidemment, quand les soldats romains partaient 2 ans, 3 ans, 4 ans combattre en Syrie, en Anatolie ou en Afrique, les prostituées étaient bien utilisées, les épouses légitimes, suivant rarement les armées, sauf sous l'Empire. Alors, sous l'Empire, la situation était différente. Les soldats ont perdu le droit de se marier. Et ça, il y a des documents récemment découverts qui le confirment. Le mariage était interdit aux soldats. Et le soldat vivait dans un camp. Il y a des dames récemment qui ont voulu absolument mettre des femmes dans les camps de l'armée romaine. Je crois qu'elles se sont un petit peu trompées sur ce sujet. Les documents qu'elles ont évoqués étaient surinterprétés. Elles les ont surinterprétés. Donc, il y avait des femmes qui vivaient dans des petites villes, des villages, des petites villes ou de vraies villes qui étaient à côté du camp. Et donc, quand le soldat avait une permission, il allait voir une de ces dames, il passait avec elle 3 jours, 8 jours, et uniquement dans les permissions. Et quand il était libéré, il vivait complètement avec elle, mais il n'avait pas le droit de mariage. Juridiquement, c'était une concubine. Ce qui n'avait qu'une conséquence, c'est que les enfants nés de ces unions, ne pouvant pas être citoyens romains, étant automatiquement pérégrins, ne pouvaient pas entrer dans les légions. Alors, avoir une épouse, je mets le mot entre guillemets, parce que c'est le mot que les soldats romains employaient pour désigner ces femmes qui étaient juridiquement leurs concubines, leurs maîtresses, comme vous voulez. Ça leur permettait d'avoir des enfants, d'avoir une vie familiale qui est très, très présente sur les inscriptions. Quand un soldat meurt, il est enterré, l'inscription dit c'est son épouse très désolée, ce sont ses enfants très dévoués qui l'ont enterré. Mais ça n'empêchait pas, à côté, le soldat d'aller visiter le lupanar du village. Personne n'y trouvait à redire. Mais alors du coup, les futurs citoyens romains, c'était seulement des fils de soldats survivants, quoi. C'est vrai, on a longtemps imaginé que l'armée était une machine à créer des citoyens romains. Et en réalité, à l'heure actuelle, on pense qu'il y en avait en fait très peu, parce que c'était seulement quand le soldat était libéré à 47-48 ans que ses enfants pouvaient demander la citoyenneté romaine. Alors, avec ces questions, on s'écarte un peu et on va recentrer après, mais du coup, ça alimente d'autres questions dans le chat. On nous dit, mais alors, quid de, et attention au concept, de l'homosexualité dans l'armée, est-ce qu'elle était tolérée ou pas? Alors, on sait qu'à l'époque, le concept d'homosexualité existe pas vraiment, mais en tout cas, ce qu'on qualifie aujourd'hui de relation homosexuelle, est-ce que ça existe et est-ce que c'est toléré? Alors, personnellement, je pense qu'il y a toujours eu dans toutes les sociétés un pourcentage d'homosexuels, hommes ou femmes. Bon. Cela dit, Paul Venn dit que c'était jugé tout à fait normal, l'homosexualité, je veux dire, était jugée tout à fait normale pour celui qui sabrait, je reprends le terme qu'il a employé. Moi, je crois que les jeunes gens ne se vantaient pas de l'homosexualité quand ils la pratiquaient. Et les textes qu'on a donnés pour le justifier ont été, à mon avis, surinterprétés. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent féminiser la société romaine plus qu'elle ne l'était. Il y a des jeunes gens qui veulent voir beaucoup d'homosexuels plus qu'il n'y en avait. Je crois qu'il ne faut pas surinterpréter les textes. Nous sommes j'ai vécu beaucoup en Afrique du Nord quand j'étais enfant, époque où l'islam était moins rigoriste. On parlait de ça, mais bon, en même temps, on ne s'en vantait pas. Donc, je crois qu'il y a eu des homosexuels, bien entendu, le niais, c'est une sottise, mais et on a le cas, tiens, vous m'y faites penser,
d'un centurion qui a été condamné à mort pour avoir violé un de ses soldats. Mais ce sont des cas extrêmement rares et je crois qu'on ne s'en vantait pas, contrairement à ce qu'a écrit Paul Venn, qui était par ailleurs un très grand savant, hein, pas le contraire. Alors, on recentre un petit peu sur le soldat en tant que tel. On l'a évoqué tout à l'heure de façon très rapide, mais côté salaire, comment ça se passait? Alors, côté salaire, d'abord, au début de l'époque républicaine, il n'y avait pas de salaire. Le soldat servait parce qu'il était citoyen romain et pour défendre son champ. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte quand même que ça créait des difficultés. Certains soldats avait un tout petit champ. S'il restait absent 9 mois, le temps de l'année de campagne, le champ risquait d'être abandonné, mal soigné, etc., mal entretenu. Donc, on a créé une petite solde au début pour compenser les pertes économiques qu'il y aurait au combat. Et puis, petit à petit, le salaire est devenu une habitude et a été attendu par tous les soldats, avec un complément qu'on oublie souvent, qui est le butin. Après une bataille, les vainqueurs, les Romains naturellement, prenaient tout ce qui appartenait aux vaincus et les officiers partageaient en parts à peu près égales. Non seulement les biens des vaincus, mais aussi les personnes des vaincus, ce qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que les soldats qui s'étaient rendus, leurs femmes, leurs filles, leurs garçons, leurs parents, leurs esclaves devenaient esclaves des vainqueurs automatiquement. Et très souvent, il y avait une série de viols des femmes de vaincus et des filles de vaincus devant leur père pour leur dire vous n'avez pas été assez courageux pour défendre vos femmes et vos filles, voyez ce que nous en faisons. Nous les prenons, elles sont à nous. Donc, nous revenons au salaire, qui était complété par le butin. À partir de l'époque impériale, le salaire a été fixé. Il était distribué aux soldats tous les 4 mois d'abord, et au 1er siècle, et tous les 3 mois au 2e siècle, c'est-à-dire qu'on a ajouté un 4e versement aux 3 premiers. Et on sait que les soldats avaient du mal à vivre. On a un certain nombre de lettres de soldats qui demandaient à leurs parents aidez-nous, aidez-nous, surtout quand il fallait acheter l'armement au début du service militaire. Le soldat n'était pas un homme riche. En revanche, nous savons que dès qu'il devenait centurion ou officier, ou que intervenaient des officiers supérieurs, chevaliers ou sénateurs, alors là, les salaires étaient extrêmement importants. Une fois qu'on a fini l'armée, est-ce qu'on a une pension? Oui, sous l'Empire. Auguste avait créé une caisse spéciale qui donnait aux soldats quittant l'armée une somme d'argent. D'abord, on leur donnait des terres, et puis que le fameux cadastre d'Orange montre comment le territoire d'Orange avait été réparti entre des vétérans, le vétéran c'est l'ancien soldat, et les indigènes. Inutile de vous dire que les indigènes n'avaient pas les meilleures terres. Donc au début il y a eu pension en terre, et puis après cette pension a été versée en argent et en une seule fois. Ça permettait d'acheter un tout petit domaine. Ça n'était pas terrible. Alors, on sent qu'il y a des gens qui regardent des séries télé aussi dans le chat. On nous demande si les soldats pouvaient se reconvertir en gladiateurs. Non. Et l'inverse également non plus. Un soldat n'avait aucun intérêt à devenir gladiateur. Là encore, si vous voulez, la gladiature, c'était quelque chose d'infâme. Il y avait des gladiateurs qui étaient esclaves. Il y en avait beaucoup aussi qui étaient libres. C'était un métier comme un autre, mais un soldat ne s'abaissait pas à devenir gladiateur. Et un gladiateur ne pouvait pas devenir soldat, contrairement à ce qu'on imagine. Alors, c'est arrivé quelquefois, mais les malheureux gladiateurs qui étaient transformés en soldats se faisaient massacrer immédiatement, parce que le gladiateur, d'abord, n'apprend que le combat individuel, homme contre homme.
il ne sait pas comment on se déplace en unité constituée. Ensuite, il combat avec des armes qui lui sont propres, le trident du Rétiaire, par exemple, ou des épées qui sont recourbées, parce que le gladiateur doit offrir un spectacle. Tandis que le soldat, lui, ne cherche pas à offrir un spectacle, il cherche la victoire. Yann, je vais vous poser une question qui, moi, me tient à cœur quand même, parce que c'est un sujet que j'apprécie particulièrement. Les repas dans tout ça. Les repas. Ils pouvaient être préparés par des esclaves, par des affranchis qui suivaient l'armée, qui vivaient hors du camp, ou par les femmes des soldats, qui livraient le repas à l'intérieur du camp. Les soldats se nourrissaient à l'intérieur du camp, camp permanent autour de l'Empire, en temps de paix, et camp de marche en territoire ennemi. L'armée était suivie par une foule de civils. Alors, de quoi étaient constitués ces repas? Nous avons beaucoup de documents dont les uns proviennent de Bretagne et les autres proviennent d'Égypte et aussi de Syrie. Alors, ces documents nous apprennent ce que nous comprenons très, très logiquement, que la base de l'alimentation, c'était le pain. Un légionnaire consommait, alors il y a des discussions entre savants, entre 700 grammes et 1 kilo de pain par jour. C'était son aliment essentiel. Mais rappelez-vous que jusqu'au milieu du 19e siècle, tous les humains étaient soumis à ce régime. Donc ils mangeaient le pain qui venait d'être fait, ou ils le mangeaient sous forme de biscuit, cuit 2 fois, de façon à mieux se conserver, ou bien ils le mangeaient en soupe, mélangée avec de l'eau, ou ils le mangeaient en gâteau, mélangé avec du miel, puisque les anciens ne connaissaient pas le sucre. Et donc, fondamentalement, c'était du pain, du blé. Et accessoirement, ils avaient des compléments qui étaient agréables. Ils pouvaient acheter du vin, mais ils en consommaient très peu. Et le vin était toujours mélangé avec de l'eau. On ne buvait jamais de vin pur. Où ils avaient la célèbre posca, qui est un mélange de vinaigre et d'eau. Il paraît, je n'ai jamais essayé, mais je me dis... Ça donne pas très envie comme ça. Et j'ai envie quand même d'essayer un jour. C'est une portion de vinaigre pour 8 portions d'eau. Il paraît médicalement que c'est très bon. C'est vivifiant, c'est tonique. Et finalement, il paraît que comme goût, c'est pas abominable. Alors, ils buvaient donc de la posca ou du vin, et ils pouvaient avoir des compléments alimentaires, mais très, très rarement. De la viande, du poisson. L'huile était beaucoup plus fréquente. On verse l'huile sur le pain, ça lui donne du goût, et en plus, c'est tonique. L'huile est tonique. Ils avaient alors toutes sortes de choses, tout ce qu'on peut imaginer comme aliment. Et il y en avait un qui est peu connu de nos contemporains, qui est le garum. G-A-R-U-M. C'est en fait une saumure de poisson qui paraît que ça devait avoir le goût du gnoc mam des Vietnamiens. Et les Romains en étaient très friands. De nos jours, quand vous entrez dans un restaurant, sur la table, il y a le sel, le poivre et la moutarde. Dans l'Antiquité, il y avait le sel et le garum dans les restaurants et sur toutes les tables. Voilà, puis toutes sortes de petites choses qui amélioraient la vie suivant les circonstances, mais à la base, il y avait le pain. J'en profite pour annoncer à tous ceux qui ne sont pas au courant que cette année 2025 sera marquée un peu par la gastronomie sur les réseaux de Nota Bene. Vous retrouverez une émission de cuisine dans laquelle je fais un peu ma Maïté, mais version histo, avec mon camarade Fabien Muller, qui est historien de l'alimentation, et on vous préparera une petite recette à base de garum, justement. Donc, en tout cas, on utilise le garum, et honnêtement, c'est pas mal. Voilà, je vous le dis, c'est pas mal. Donc suivez bien les réseaux. On imagine la logistique aussi pour déplacer de telles armées. Est-ce qu'on avait des civils qui accompagnaient les soldats? Alors, il y a deux sortes de logistique qui sont très différentes. Je rappelle que la logistique, c'est l'organisation et la fourniture de tout ce dont a besoin une armée. Alors, pour un camp,
permanent en temps de paix. Il y a dedans 5000 hommes, il faut les nourrir et il faut les équiper. Il faut quand une épée est cassée, rouillée, il faut la remplacer. Quand un javelot a été utilisé, il faut le remplacer, etc. Donc il y avait des soldats qui étaient spécialisés, qui tournaient tout autour du camp, qui avaient une mission. On leur disait il faut aller chercher tant de kilos de blé, il faut aller chercher tant de kilos de fer, de bois, etc. Ils allaient faire ces achats. Dans les camps, on a des citernes dans lesquelles était entreposé le vin, d'autres l'huile, d'autres pour l'eau. Donc, plus des magasins pour le blé, pour les différents produits dont l'armée avait besoin. Donc, les soldats achetaient ça avec l'argent de l'État, puis c'était revendu aux soldats qui payaient tout. Ils payaient tout, leur nourriture. Alors, en campagne, l'armée se formait en principe le 1er mars et partait contre l'ennemi début juin. Vous devinez pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, les blés commencent à être mûrs. Donc, les soldats récoltent le blé des ennemis. Il y a un principe, en pays ami, on paie, en pays ennemi, on pille. Et donc, ils récoltaient le blé des ennemis. On a sur la colonne Trajane, qui est à Rome, une scène de ce genre. On voit un légionnaire avec tout son équipement, qui a une serpe et qui ramasse le blé des Roumains actuels, des Daces. Et il peut, là encore, suivre toutes sortes de marchandises qui étaient fournies par l'Empire, et les soldats payaient régulièrement tout ce qu'ils achetaient, ce qu'on ne payait pas, évidemment, ce qu'ils prenaient aux ennemis. Alors, il y a le personnel qui était chargé de la logistique. C'était en général sous l'autorité des officiers supérieurs. C'était des soldats du rang, des soldats ordinaires, des soldats un tel. Et on disait, va nous chercher tant de kilos de blé, va nous chercher tant de planches de bois, va nous chercher tant de kilos de fer. C'était ces soldats. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure qu'une armée qui se déplaçait était suivie par un très grand nombre de civils. Et il y en avait qui étaient des valets d'armes qui s'occupaient justement des chariots dans lesquels tout ça était entreposé. Et quand la possibilité s'offrait, les militaires romains utilisaient des bateaux sur les fleuves notamment, mais aussi pour traverser la Méditerranée. Et alors, côté religion, quelle était la place de la religion dans l'armée? Alors, la place de la religion était très importante. Mon directeur de thèse, Marcel Leglay, était un spécialiste d'histoire religieuse. Il serait heureux s'il m'entendait. Je pense, mais enfin, on était d'accord là-dessus. Les Romains étaient des gens très pieux. Tous les gens, jusqu'au XVIIIe siècle, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'athéisme fait son apparition sur Terre. Bien sûr, il y a des Grecs qui étaient athées, des Romains qui étaient athées, mais Marcel Leglay disait c'était des oiseaux rares. Moi, je le reprenais en lui disant non, pas rares, mais très rares. Donc, ils étaient très peu nombreux. Tous les gens étaient croyants. Donc, ils pensaient que la vie quotidienne était placée sous la protection des dieux. Si on était amoureux, c'était grâce à Vénus. Si on pouvait avoir du vin, c'était grâce à Bacchus. Si on remportait une bataille, c'était grâce à Mars. Et il y a un texte très célèbre de Virgile dans l'Énéide qui décrit la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, le 2 septembre, entre Octave et Antoine. Et Antoine était appuyé par la belle Cléopâtre et l'armée égyptienne. Et donc, officiellement, le combat était entre l'Égypte et Rome. Octave ne voulait pas dire qu'il combattait d'autres Romains, que ce n'était pas une guerre civile. Il pensait qu'il disait que ce n'était pas une guerre civile. Donc, dans ce passage de l'Énéide, il y a deux batailles qui sont parallèles sur la mer, parce que c'est une bataille navale. Les bateaux d'Octave
combattaient les bateaux égyptiens, et dans les airs, les dieux de Rome, Jupiter, Mars, Bellone, etc., combattaient les dieux égyptiens qui étaient des dieux animaux. Donc cette présence divine était permanente. On pourrait ajouter mille autres choses, notamment le droit des Phécios. Les Phécios étaient des prêtres qui avaient élaboré un droit de la guerre. Ce droit de la guerre fonctionnait pour l'entrée en guerre de l'État romain. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, les Phécios avaient décrété que l'État romain ne devait jamais faire de guerre offensive. Donc toute guerre devait être défensive. Il fallait que les Romains aient subi un tort. Il fallait qu'ils envoient une ambassade demandant que le tort soit réparé. Si l'ennemi refusait de réparer son tort, on envoyait une deuxième ambassade qui déclarait la guerre officiellement. Puis, il y avait toute une série de cérémonies à Rome, ce qui fait que le déclenchement d'une guerre, en fonction du droit des Phécios, demandait plusieurs mois. Et ça permettait à l'ennemi de réfléchir, de se dire « Ah ben non, quand même, attaquer les Romains, ça n'est pas sérieux, on risque de le payer très cher. » Mais en réalité, bon, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les Romains, quand ils avaient envie de faire une guerre, trouvaient toujours un prétexte. Oui, il devait avoir des compétences particulières en provocation. Voilà. On parlait religion. Est-ce qu'il y avait des sacrifices pour les dieux, pour Mars ? Il y avait des sacrifices en permanence. Et justement, pour Mars, Jupiter, pour tous l'empereur, pour tous les dieux, alors justement, le sacrifice était suivi par un repas de communion. C'est-à-dire qu'on tuait un bœuf, on faisait 2 parts de l'animal. Il y avait la peau, les os, tout ce qui ne se mangeait pas, qui était brûlé, c'était la part du dieu. Et les chairs étaient consommées par les assistants, les gens qui assistaient au sacrifice. C'est comme ça d'ailleurs que les gens mangeaient plus souvent de la viande. Alors, pour que vous parlez de religion, il y a encore 2 problèmes, qui sont les juifs et les chrétiens. Alors là aussi, il y a des juifs qui tiennent absolument à ce qu'il y ait eu dans l'armée romaine des juifs. Alors, ils triturent les documents pour le prouver. En réalité, il n'y en a pas eu. Ça n'était pas possible parce que le juif pieux a des contraintes religieuses. Il ne peut pas combattre le jour du sabbat et les barbares ne se gênaient pas pour le faire. D'ailleurs, les Romains non plus. Pompée, quand il a voulu prendre d'assaut Jérusalem, a attaqué un jour de sabbat, sachant qu'une partie des Juifs ne s'opposerait pas à son assaut. Donc, il n'y a pas de Juifs, ou alors c'était des renégats. Et il y a eu des renégats, hein, bien entendu. Et puis, quant aux chrétiens, ils ont été présents dans l'armée très tôt, et la plupart ont été très discrets. Quand il y avait un sacrifice païen, ils assistaient au sacrifice païen et en silence, et puis c'est tout, ils ne faisaient pas scandale. Il y en a quelques-uns quand même qui ont refusé, qui sont devenus des martyrs parce qu'ils ne le voulaient pas. Alors, on a lâché le mot de martyr, ça me permet d'embrayer. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois depuis tout à l'heure sur la pratique de la décimation. Alors la décimation était une punition collective, mais qui était extrêmement rare. Quand une unité se comportait mal au combat, pas une légion, hein, ce n'est pas possible, une cohorte, c'est-à-dire 500 hommes, une centurie, c'était 60 hommes, les soldats étaient alignés, on en prenait au sort 1 sur 10 et il était exécuté. Les exécutions étaient extrêmement dures, on faisait la même chose pour les déserteurs qui étaient rattrapés. Ils étaient fouettés jusqu'à l'évanouissement. Une fois qu'ils étaient évanouis, on les aspergeait d'eau pour les réveiller et on les décapitait à la hache. Ah bah j'imagine qu'après, ça file droit, oui. Ben oui, parce qu'au combat, les soldats savaient que s'ils désertaient, s'ils s'enfuyaient, ils risquaient la peine de mort comme ça une fois rattrapés. Et en plus, on sait que la légion au combat était répartie sur 3 lignes. Et la 3e ligne à l'arrière était faite de vieux soldats qui, en principe, ne combattaient jamais. Ils avaient combattu quand ils étaient plus jeunes.
et dont la mission était de tuer ceux qui reculaient. Ah oui, donc effectivement, ce qu'on voit dans des films un petit peu comme Stalingrad de Jean-Jacques Hano sur la Seconde Guerre mondiale avec les Russes qui sont derrière et qu'on voit les gars en première ligne, ça n'a rien de nouveau en fait. Voilà. Ok. On a parlé tout à l'heure de l'équipement un petit peu des soldats, particulièrement des légionnaires. Cet équipement, il aurait fourni ou est-ce qu'ils devaient l'acheter par leurs propres moyens? Je vous ai dit tout à l'heure que le soldat achetait tout son équipement et payait toute sa nourriture. L'État ne donnait qu'une seule chose, c'était le salaire. Ne versait qu'une seule chose, c'était le salaire. Le salaire représentait, suivant les historiens, entre 70 et 90% du budget de l'État. Le soldat payait tout. Il payait ses armes et il payait sa nourriture. Et alors justement, quand un jeune homme arrivait à l'armée, si ses parents ne lui avaient pas donné une bourse à l'avance, il avait beaucoup de difficultés pour vivre. Il était obligé d'emprunter, de prendre les choses à crédit, et il ne pouvait rembourser que plus tard. Mais alors, cet équipement, il est quand même standardisé ou on a une industrie de l'armement et de l'équipement, par exemple, privé qui... Nous n'avons aucun texte qui dise que les soldats doivent s'habiller de telle manière et doivent s'équiper de telle manière. Seulement, les soldats avaient tous le même équipement pour deux raisons. La première, c'est que c'est une question de mode. Ils ont tel type de cuirasse, mes collègues ont tel type de cuirasse, je vais prendre le même modèle pour faire comme eux. Donc, phénomène de mode et puis phénomène d'efficacité aussi. Quand les soldats se sont rendus compte que le gladius était très efficace contre les armes des ennemis, tout le monde s'est mis à acheter des gladii, mettre le mot au pluriel. Mais alors c'est vrai que pour en revenir à la vision qu'on a d'Astérix, ils ont vraiment tous la même tronche, quoi. Ils ont vraiment tous le même équipement, ils ressemblent tous à la même chose. On peut imaginer qu'il y ait quand même quelque chose dans la réalité qui était un peu plus bariolé ou avec un peu plus de nuances, ou alors c'était aussi uniforme? C'était uniforme, très certainement. Pour autant, les découvertes archéologiques et les représentations sculptées montrent effectivement que tous les soldats avaient le même équipement. Mais certainement, il y avait des petites nuances. Et quand vous voyez un régiment, une unité de légionnaires ou de parachutistes qui défilent le 14 juillet dans les Champs-Élysées, ils sont tous habillés strictement de la même manière, jusqu'au bouton et à la cravate, et au couvre-chef. Tandis qu'à l'époque romaine, les détails n'avaient aucune importance. Mais en gros, ils avaient tous le même équipement parce que c'était la mode et parce que c'était ce qu'il y avait de plus efficace. Parlons un petit peu de l'organisation des camps. Comment se construit un camp et à quoi peut ressembler la journée, on va dire, classique d'un soldat? Alors ça fait deux questions. Le camp lui-même, il y avait différentes sortes de camps en fonction du nombre d'hommes qu'on voulait y mettre. En gros, sous l'Empire romain, les grands camps étaient conçus pour une légion, c'est-à-dire 5000 hommes, et donc il faisait en gros 20 hectares. Quand l'état-major décidait d'installer un camp à tel endroit, à Strasbourg par exemple, donc on envoyait des hommes qui aplanissaient le terrain, qui choisissaient le terrain exact, l'aplanissaient, et puis la légion arrivait et les soldats vivaient sous la tente. Le rempart était un rempart de bois et de terre qui les protégeait dans l'immédiat. Et puis petit à petit, avec le temps, on remplaçait la terre et le bois par de la pierre, et on a eu à la fin des camps qui étaient totalement en pierre, en briques, en tuiles aussi, suivant les régions. Donc ça, c'est le camp avec une partie centrale qu'on appelle les principiats, qui sont un secteur officiel. Il y a des chapelles, magasins d'armes, salles, espaces pour les rassemblements, chapelles diverses. Il y a la demeure du
commandant du camp, du légat de Légion, du commandant de la Légion, qui est une véritable villa, comme on en trouve dans les villes, et puis plusieurs villas. À mon avis, je crois qu'il devait n'y en avoir que 3 ou 4 pour les officiers supérieurs qui vivaient à 2 ou 3 par villa. Et puis ensuite, il y avait les chambrées pour les soldats, qui étaient 6 à 10 par chambrée, enfin plutôt 6 que 10 d'ailleurs. Et puis quelques locaux collectifs. Donc j'évoquais tout à l'heure les magasins, les citernes, un hôpital et des thermes. Alors tout ça formait se trouvait dans un camp, y compris les latrines. Il ne faut pas oublier qu'elle était un endroit très important. Vous savez que les latrines, c'est un endroit où les civils se réunissaient volontiers pour discuter, les hommes bien entendu uniquement, pour discuter des affaires qui les concernaient. À mon avis, les militaires devaient y rester quand même moins souvent, parce qu'ils avaient une journée qui était extrêmement chargée. Alors la journée commençait tôt, sonnerie de trompette, ils s'habillaient, ils allaient justement aux latrines, ils prenaient un premier repas, puis il y avait un rassemblement où il y avait une cascade de saluts. Les soldats saluaient les sous-officiers, qui saluaient les centurions, qui saluaient les officiers, qui saluaient finalement le tribun, le commandant de légion. Et à partir de là, les hommes étaient répartis en corvées. Chacun avait une activité. Donc, par exemple, comme nous l'évoquions tout à l'heure, on en prenait une vingtaine, on leur disait allez nous chercher tant de kilos de blé, allez nous chercher du bois, etc. Et ceux qui n'avaient rien à faire, si par hasard ça se trouvait, eh bien on les envoyait pratiquer l'exercice. Et les soldats pratiquaient très souvent l'exercice, très souvent, très longtemps. Et c'est une des raisons qui explique les succès de l'armée romaine, parce que les soldats étaient très bien entraînés. Et il y a 2 médecins qui récemment ont fait une étude sur les légionnaires romains et ont découvert que le légionnaire, finalement, était très proche des sportifs de haut niveau que nous avons à l'heure actuelle. D'abord parce qu'ils étaient choisis en fonction de leur qualité physique, et ensuite par l'exercice qu'ils pratiquaient en permanence. Donc c'était un exercice individuel s'ils n'avaient rien de particulier à faire, du sport, course, saut, la marche, ils en faisaient beaucoup avec tout l'équipement, puis activités plus militaires individuelles, l'escrime. Ils s'entraînaient à l'épée, ils s'entraînaient au lancer du javelot. Et enfin, ça, c'était tous les 5 jours. Tous les 5 jours, ils pratiquaient le maniement d'armes. Et enfin, toutes les 4 ou 5 semaines, manœuvre en unités constituées. Donc, on divisait la légion, il y avait les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Ils essayaient de s'affronter. Ou bien on les mettait une partie dans un camp. On disait, bon, vous êtes dans un camp, vous êtes assiégés. Qu'est-ce que vous faites? Tentez une sortie, donc ils faisaient une sortie. Ou bien on les mettait devant le camp, on disait voilà, il y a des ennemis qui sont dans le camp, il faut prendre le camp. Comment vous vous y prenez? Et donc les soldats apprenaient leur métier comme ça. Il y a tellement de questions qui sont intéressantes pour enrichir tout ce que vous nous racontez que il nous reste théoriquement une demi-heure et on n'a même pas fait la moitié, on n'a même pas commencé à parler du combat. Bref, en tout cas c'est passionnant. On a des questions, par exemple, on nous dit ok, on a parlé d'équipement, mais est-ce que l'équipement il changeait drastiquement en fonction de la zone géographique? Non, je ne pense pas. Tous les soldats de tout l'Empire avaient à peu près le même équipement. D'accord. Et effectivement, parce qu'on peut se dire que sous certaines latitudes, il devait faire un peu chaud, quoi, pour porter. Il devait faire un peu chaud, oui, effectivement. On s'en contentait. Mais vous savez que en Afrique, en Numidie, enfin la région qui s'appelait la Numidie plus tard, c'est-à-dire au pied de l'Aurès, à 200 km de Constantine environ, le camp de Lambèse avait été construit à 1100 mètres. C'est une région qui en hiver est très froide, il y neige, contrairement à ce qu'on imagine. L'Algérie, ce n'est pas un pays méditerranéen de carte postale, mais en été, il y fait une chaleur épouvantable. Et l'empereur Adrien, en l'année 128, est venu faire pratiquer l'exercice
au mois de juillet. Ça ne devait pas être facile, mais les soldats s'en sont très bien sortis. Il les a félicités. Il est poussé à bout, quoi. On a une question aussi sur le fameux tatouage SPQR qu'on retrouve partout dans les films. Alors, SPQR, ce n'est pas un tatouage. C'est un sigle qui peut être reproduit sur certains documents. On en a en fait très... Et ça excite beaucoup les imaginations. Alors, à certains moments, à certains endroits de l'Empire, les soldats ont été tatoués, ont reçu un tatouage pour qu'ils puissent être identifiés et, s'ils se sauvaient, être rattrapés. On nous demande également si Rome faisait appel à des mercenaires. Alors, il y a quelques auteurs qui parlent de mercenaires. C'est mon ami aujourd'hui décédé, François Hinard, sautait au plafond quand on lui parlait de mercenaires. Il considérait que c'était incompatible avec le droit romain. Et je crois qu'il a raison. L'État romain n'employait pas de mercenaires. En principe, il prenait des socii, c'est-à-dire des alliés, quand c'était nécessaire. Alors le cas le plus délicat, c'est celui des Germains, que César a utilisé en 52 avant Jésus-Christ contre les soldats de Vercingétorix. Alors ces Germains étaient quelques groupes de 500 environ, plusieurs groupes de 500 environ. C'était des cavaliers, des fantassins, et certains historiens ont pensé que c'était des mercenaires. François Hinard me disait, ça n'est pas possible, c'était des socii, c'était des gens, César avait conclu un accord diplomatique, un traité avec les rois de ces peuples, et ces rois fournissaient des soldats. Je pense que les rois devaient être payés quand même. Alors parlons un petit peu combat. L'armée romaine, est-ce qu'elle était plutôt, elle était plus en mouvement ou est-ce qu'elle était plutôt stationnée? Alors la stratégie du Haut Empire était une stratégie défensive. C'est-à-dire que l'État romain avait installé les légions dans des camps permanents tout autour de l'Empire, camps permanents qui étaient renforcés par des murs comme le mur d'Adrien que nous évoquions tout à l'heure, ou par des cours d'eau, le Rhin à certains endroits, le Danube à certains endroits, ou par des déserts en Égypte, Afrique, Syrie. Donc tout ça était statique, ne bougeait pas. Ce qui explique que les camps étaient si développés. Tout à l'heure, vous nous parliez des infrastructures. Bon, voilà. C'était pas mal. Et puis, étaient très bien équipés, très bien construits. Et évidemment, quand il fallait attaquer des ennemis, les pourchasser, détruire leurs repères, à ce moment-là, l'armée romaine devenait mobile et se déplaçait, mais à très petite vitesse. L'armée ne faisait pas beaucoup. À mon avis, j'ai fait des calculs, c'était 9 km par jour. Parce que l'armée était suivie par des chariots tirés par des bœufs et par des mulets qui transportaient le matériel nécessaire, les tentes, le matériel collectif, les tentes, les pièces d'artillerie, les poteaux de bois pour construire le rempart le soir avant de passer la nuit. C'était des toutes petites marches. Enfin, ça arrivait. Alors, exceptionnellement, quand le chef d'armée voulait attaquer par surprise des ennemis, les soldats étaient allégés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire des distances beaucoup plus longues. Ils dormaient à la belle étoile au besoin. Bon, on imagine que les distances et les vitesses devaient être un peu plus importantes pour ceux qui transmettaient les ordres ou les messages. Alors pour la transmission, il y avait non pas un service de transmission, mais une organisation de la transmission. D'abord, évidemment, il y avait des cavaliers, mais l'inconvénient du cavalier, c'est qu'il peut tomber dans une embuscade. Et il y avait deux types d'envoi des instructions en dehors de la bataille. C'était d'abord des tours à feu, comme faisaient les Indiens d'Amérique au moment où les cow-boys les massacraient gentiment. Ou bien ils avaient inventé un système qui était assez analogue au télégraphe Chappe, c'est-à-dire avec des planches au sommet de tours qui, suivant la disposition des planches, avaient une signification. Alors au combat, la transmission
pouvait se faire aussi par cavalier, mais comme je vous l'ai dit, c'était quand même dangereux. Au combat, la transmission des ordres se faisait par la musique militaire. Alors, il y avait un très grand nombre de soldats, pour une légion, une soixantaine de trompettes et une soixantaine de corps environ, et aussi par le mouvement des étendards. Suivant la position des étendards, les soldats comprenaient qu'ils devaient avancer, reculer, tourner à droite, à gauche, etc. Pour poursuivre l'ennemi, par exemple, hein, il est bien connu qu'il jouait The Final Countdown à la trompette. Voilà. Est-ce qu'une armée avait un nombre maximum de soldats? Une armée. Alors, une armée au combat avait au maximum 50 000 hommes, environ 50 000 hommes. On a des cas supérieurs, par exemple à la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ, où l'effectif de l'armée romaine aurait été entre 70 et 80 000 hommes. Mais 50 000 hommes, c'était le maximum normal, pour la simple et bonne raison que le général, qui est le commandant d'armée, ne pouvait pas voir au-delà de ces 50 000 hommes, car il faut bien voir que ces soldats étaient alignés face aux ennemis. Alors, ils étaient alignés sur trois rangs, chaque rang constitué de plusieurs lignes, de 3 à 9 lignes suivant les cas. Donc vous pouvez avoir 3 rangs de 3 lignes ou 3 rangs de 9 lignes chacun. Mais malgré tout, si vous répartissez 5000 hommes même sur 3 rangs de 9 lignes, ça fait quand même un grand espace. Et si vous avez les 4 légions, les 3 ou 4 légions qui constituent une armée, ajoutez-y les cavaliers qui sont aux ailes pour protéger la légion, ça fait une distance très très importante. Et au-delà de 3-4 légions, le général ne pouvait plus voir ce qu'il y avait à l'extrémité. On a eu ce cas à la bataille de Philippe. La bataille de Philippe, c'est une bataille dans une guerre civile entre Brutus et Cassius, partisans du Sénat, Octave et Antoine, représentant les Césariens. Et la première partie de la bataille, Octave étant malade a été vaincu et son vainqueur a renversé ses troupes, les a chassés, mais son ami de l'autre côté, lui, n'a pas su ce qui s'était passé. Parce que trop de gens. Apprenant qu'il n'y avait plus personne à sa droite, il s'est dit, nous avons été vaincus. Il n'a pas imaginé qu'au contraire, ils étaient vainqueurs. Il a cru que son ami avait été vaincu et que ses troupes étaient en fuite. Et donc, résultat? Alors, résultat, eh bien, sur la première bataille, c'était match nul finalement. Les républicains n'ont pas su, les partisans du Sénat n'ont pas su remporter la victoire. Et à la deuxième bataille, c'est Antoine et Octave qui, en pleine forme, ont vaincu les républicains. Et c'est comme ça que l'armée républicaine a été très largement détruite. On nous demande s'il y avait des animaux dans l'armée romaine. On pense aux chiens, hein, par exemple. Oui, il y avait des chiens. Il pouvait y avoir des chiens, notamment pour monter la garde la nuit. Dans certaines batailles, les Romains ont utilisé des éléphants, comme avait fait Alexandre le Grand, comme avaient fait les Carthaginois. Dans certaines batailles, donc, ils ont utilisé des éléphants. Évidemment, ils utilisaient beaucoup de chevaux. Il y avait de la cavalerie aux 2 ailes de l'armée pendant un combat, et les officiers se déplaçaient tous à cheval. Et puis, il y avait ces animaux dont j'ai parlé tout à l'heure, des bœufs et des mulets, pour assurer le transport des armements collectifs et de tout ce qui était collectif. Alors quand on voit des batailles impliquant des soldats romains au cinéma, c'est un peu comme les films sur les batailles au Moyen-Âge. On voit des milliers de morts, c'est un carnage absolu. Est-ce que c'est le genre de représentation qui est fidèle à ce qui se passait réellement? Oui et non. Là encore, je vous fais une réponse de Normand, ce qui pour un Breton est quand même scandaleux. Oui et non. Dans une bataille normale, vous avez quelques milliers de morts chez les vaincus et quelques centaines seulement chez les vainqueurs. Parce que les deux armées se font face
Et quand une aile s'effondre d'un côté, tous les soldats de cette armée savent que la partie est perdue et il ne sert à rien de continuer à se battre. Donc ils se rendent ou ils essaient de s'enfuir, de se rendre, etc. La bataille est terminée, avec quelques milliers de morts d'un côté et quelques centaines de l'autre. En revanche, il y a le cas, c'est surtout dans les batailles, dans les guerres civiles, notamment à Thapsus en Afrique entre les Césariens et les Pompéiens, où il y a une bataille d'anéantissement. Alors, c'est quand même très rare. La bataille du Teutobourg contre les Germains, parce que j'espère que nous pourrons parler un petit peu des Germains, la bataille du Teutobourg contre les Germains a vu les 20 000 hommes de l'armée romaine totalement tués, totalement anéantis. On a parlé un petit peu du combat individuel tout à l'heure, où vous nous avez expliqué un petit peu la meilleure façon d'oxyre son adversaire en combat individuel. C'est pas un hasard si vous avez commencé à en parler tout à l'heure, c'est parce que récemment vous avez aussi mené une étude sur le combat individuel. Ça a impliqué notamment la collaboration avec un physicien et une escrimeuse de haut niveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots de ça ? Oui, brièvement. Donc, le légionnaire dispose d'un javelot et d'une épée. Et donc, c'est pour ça que je me suis adressé à un physicien et à une escrimeuse. L'épée, le javelot, d'abord, peut être lancé de loin, à moyenne distance ou à très courte distance. L'impact est à peu près le même. Le javelot, donc moi je croyais qu'un javelot qui partait à 40 mètres n'avait plus de force du tout. Et le physicien m'a dit non, pas du tout, il perd très peu de sa virulence. Ce qui est important dans ce cas-là, en fait, c'est la précision. Si vous lancez un javelot à 40 mètres, d'abord celui qui est visé va le voir, pourra se protéger derrière son bouclier, et vous n'êtes pas sûr du tout de l'atteindre. Le javelot peut tomber à droite, à gauche, devant ou derrière. Ce qui fait que, à mon avis, donc, le javelot n'était utilisé qu'à très courte distance, quand à 3 ou 4 mètres, juste avant le contact avec le premier ennemi. Quant à l'escrime, alors, l'escrimeuse, c'est Véronique Brouquier-Rédé, qui a eu quand même une médaille d'or dans des Jeux olympiques. Elle m'a expliqué comment se déroulait le combat à l'épée avec le gladius, ce qui permet de mieux comprendre en fait les parades, mais surtout les coups de portée à l'ennemi. En général, le légionnaire s'arrangeait pour être le premier à porter un coup. Et il fallait que ce coup soit mortel ou en tout cas suffisamment handicapant pour que l'adversaire ne puisse pas réagir. Et alors là, on parle du combat individuel, mais on l'a dit tout à l'heure, avant ça, c'est quand même une question de collectif, de stratégie. Est-ce qu'on a... quelles différentes tactiques pouvaient être mises en place ? Comment se passait une bataille ? Alors, voilà, les Romains étaient en fait... avaient une tactique de combat qui était très simple. Ça s'apparente beaucoup plus au jeu de dames qu'au jeu d'échecs. Hein. C'est pas très intellectuel. Donc, on dispose l'armée, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur 3 rangs, et chaque rang constitué de plusieurs lignes de soldats. Le général n'a pas à choisir. Et puis, on met de la cavalerie aux 2 ailes pour protéger les ailes. Et ensuite, il y a le choix entre 3 types de manœuvres. Il y a le choc frontal, brutal. L'armée romaine s'avance sur une seule ligne et chaque homme attaque celui qui est devant lui, l'ennemi qui est devant lui. Il y a une manœuvre un peu plus complexe qui est l'enveloppement par une aile, la manœuvre enveloppante. Mais il faut que les cavaliers de l'aile romaine aient réussi à chasser les cavaliers adverses. Et donc, l'aile romaine s'étend, se prolonge tout autour de l'aile barbare qui est en face. Et donc, les barbares, quand ils voient les ennemis, quand ils voient qu'ils ont des légionnaires sur le côté et des légionnaires derrière, savent qu'ils sont perdus. Ils ne peuvent plus se défendre, ils seront inévitablement vaincus. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, ils déposent les armes et la bataille s'arrête avec des pertes relativement modestes. Il y a un troisième cas qui est ce qu'on appelle le coin. Pendant longtemps, on a cru que seuls les Germains pratiquaient la tactique du coin.
les Romains se mettent en triangle. Alors le gars qui est tout en tête, qui est le premier à entrer dans la ligne de bataille des barbares, il avait du souci à se faire. Donc ils se mettent en triangle, ils essaient d'enfoncer un coin dans le dispositif adverse de façon à séparer en deux une aile du centre. Voilà, ce sont les grandes tactiques habituelles. Donc, encore une fois, on recite Astérix, mais quand on voit les Romains qui disent formation triangle, formation carré ou tortue, bon, il y a des trucs qui sont raccords. Oui, c'est pas sérieux tout ça. La tortue, ce n'est pas une formation particulière, hein. C'est une couverture, une protection. Les soldats qui sont en première ligne se mettent l'un contre l'autre très serrés, bouclier contre bouclier, de façon à ce qu'il y ait un rempart de bouclier. Et ceux qui sont dans les lignes derrière mettent le bouclier sur la tête, de façon justement à ce que ça donne l'aspect d'une tortue. Et alors, on a une idée un peu du nombre de guerres qu'il y a eu durant l'époque romaine ? Alors, j'avais noté ça parce que j'ai un collègue espagnol qui s'appelle Monsieur Rodriguez González, qui a compté 3386 batailles. Donc réparties sur une durée temporelle. Depuis les origines, hein, depuis 750 avant Jésus-Christ jusqu'à 450 après Jésus-Christ, sur 12 siècles. On a parlé des Germains là, il y a quelques minutes. Justement, les conflits contre les Germains, c'est un bon exemple aussi. Rapidement, c'est quoi la Germanie et pourquoi les Romains sont en conflit avec les Germains ? Nous n'aurons peut-être pas beaucoup le temps d'approfondir cette question. Donc je rappelle que ce que vous évoquiez tout à l'heure, un petit article que j'ai publié dans Histoire Magazine, qui s'inspire d'un livre qui a été fait par un germano-américain qui s'appelle Michael Speidel, qui vit à Honolulu, qui est parti à Honolulu, ce qui quand même est un endroit agréable, qui a écrit un livre qui a été traduit en français sur les anciens guerriers germains et germaniques. Et donc, les Romains ont souvent souvent combattu les Germains à partir de 105 avant Jésus-Christ. Je crois que c'était votre question, non ? Oui, tout à fait. Oui. Oui, à partir de 105 avant Jésus-Christ, où il y a eu la fameuse bataille d'Orange, dont le site a été retrouvé récemment, fouillé. Et grâce aux fouilles qui ont été effectuées sur ce site, on a pu reconstituer le détail de la bataille. Donc les Germains se sont jetés sur les Romains qui s'étaient sottement divisés en deux armées. Ils ont détruit la première armée d'abord et puis la deuxième ensuite. Et il y a eu toute une série de guerres qui ont rebondi au IIIe siècle après Jésus-Christ, où les Germains ont attaqué sans cesse l'Empire romain. Et alors, il y a eu une découverte très récente que très peu de gens connaissent, qui est la bataille du Harzorn. C'est un site qui se trouve au milieu de l'Allemagne actuelle, entre Berlin et Mayence. Et ça a bouleversé tout ce qu'on croyait savoir. On pensait qu'au IIIe siècle, les soldats romains restaient enfermés dans leurs camps et n'en sortaient plus, que c'était les Germains qui assiégeaient les camps. Et là, on a retrouvé donc au Harzorn, à 250 ou 300 kilomètres de Stuttgart, entre Berlin et Stuttgart, on a retrouvé les traces d'un combat entre une armée de Romains, une petite armée, hein, vraisemblablement 3-4 000 hommes, pas plus, qui était allée jusqu'à l'Elbe et qui revenait à Mayence, et où des Germains ont voulu leur barrer la route. Et les Romains ont réussi à balayer les Germains et à rentrer chez eux avec quelques pertes, bien entendu, mais enfin, ça, c'est le lot de tous les combats. Et alors, ça a bouleversé notre connaissance de la guerre au IIIe siècle. D'abord parce qu'on n'imaginait pas que des Romains puissent aller si loin en territoire germain. Et ensuite parce qu'on n'imaginait pas que des Romains puissent être vainqueurs de Germains, ce qui a été le cas au Harzorn. Alors, la connaissance du Harzorn est très difficile. C'est une bataille qui n'est pas connue en France, parce que d'abord, elle a été découverte récemment, et toute la bibliographie est en allemand. J'ai publié un petit livre pour faire connaître
cette histoire. C'est ce que j'allais dire. On renvoie vers votre livre, du coup, où évidemment vous avez le lien dans le chat, mais aussi vous l'aurez dans la description, hein, sur YouTube et en podcast. Tout à l'heure, on a évoqué rapidement la bataille de Teutobourg, qui se passe quand même un petit peu avant. Vous voulez faire une petite digression dessus ? Oh, si vous voulez, oui. Là encore, c'est une découverte archéologique extraordinaire. On connaissait cette bataille par des textes depuis très longtemps. Et les Allemands, au XIXe siècle, quand le nationalisme allemand a fleuri, se sont demandé où avait eu lieu cette bataille du Teutobourg. Alors, Münster et Osnabrück, en Westphalie, étaient deux villes qui étaient chacune, c'est sur notre territoire. Et ils ont demandé aux évêques, au clergé, de les aider. Le clergé a tranché, dit, c'est sur la frontière entre le territoire de Münster et celui d'Osnabrück. Et finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, un officier anglais qui, quand il avait des loisirs, se promenait à acheter des objets divers. Il était collectionneur, en particulier de médailles, a trouvé des collections, des séries de monnaies qui dataient de l'époque de la bataille du Teutobourg. Il a transmis ça à l'université d'Osnabrück, qui a vu que ça provenait d'un site qui s'appelle Kalkriese. Et alors là, n'a rien à voir avec Münster, donc tant pis pour les habitants de Münster. C'est au contraire au nord-est d'Osnabrück. Et il y a eu des fouilles admirables qui, alors comme seuls les Allemands savent les faire, hein, vraiment très détaillées, avec beaucoup de matériel. Et ça permet de reconstituer toute la bataille et de confirmer que ce que racontent les textes, donc une armée romaine de 20 000 hommes qui s'engage dans un défilé avec un marécage à droite, une ligne de collines à gauche, sans envoyer d'éclaireurs, c'est une faute très grave de Varus qui commandait l'armée romaine, et les Germains qui avaient préparé une énorme embuscade et qui ont réussi à anéantir ces 20 000 hommes. Et alors donc on a retrouvé toutes sortes de choses, toutes sortes d'objets, des cuirasses, des lances, des glaives, et beaucoup de monnaies justement qui permettent de confirmer que c'est bien là qu'a eu lieu la bataille du Teutobourg. Alors, et on le voit à travers vos propos, hein, depuis le début de cet entretien, Yann, et on le répète très souvent dans l'émission aussi, cette compréhension de l'histoire, des faits passés, des tenants, des aboutissants, eh bien c'est une affaire pluridisciplinaire en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'historien qui travaille avec les bouquins, mais on a l'archéologue qui va fouiller aussi, là en l'occurrence les champs de bataille, pour nous apporter de l'information, et on a même voilà, des physiciens ou des escrimeurs qui viennent pour tenter d'apporter du concret et inclure de la science dure parfois, pour essayer de comprendre aussi comment ça se faisait à l'époque. Vous avez raison, il y a actuellement une science qui se développe beaucoup, qui est la science des champs de bataille, l'historiographie des champs de bataille, la découverte des champs de bataille. Alors on a retrouvé un certain nombre de champs de bataille. Le plus ancien, c'est assez extraordinaire, c'est une bataille navale qui a eu lieu au large de la Sicile en 241 avant Jésus-Christ, la bataille des îles Égates, où une dame britannique a réussi à retrouver deux bateaux qui avaient été coulés et où des archéologues italiens, américains ont retrouvé récemment quelques dizaines d'éperons de navires de combat. Et puis, il y a beaucoup de sites enfin plusieurs sites qui sont fouillés, alors notamment évidemment le Teutobourg et Arzorn qui sont à mon avis des sites modèles, et on aurait trouvé récemment une bataille d'Hannibal, le site d'une bataille d'Hannibal en Italie, qui a livré des choses, mais je ne peux rien vous en dire parce que ça n'est pas publié du tout. J'ai entendu ça par des journalistes d'ailleurs qui étaient allés enquêter sur place. Tout à l'heure on parlait de Bruno Dumézil et de l'expression invasion barbare qui aujourd'hui n'est plus vraiment, on parle plus d'invasion barbare mais plutôt de migration barbare. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, et est-ce que selon vous ces migrations sont à l'origine de la chute de l'Empire ? Alors, invasion, c'est un terme qui est connoté idéologiquement, et migration aussi. Alors, je ne sais plus lequel il faut utiliser. Que dire ?
C'est la fin de l'Empire romain, en tout cas en Occident, s'explique à la fois par cette arrivée de barbares, d'une part, qui ont détruit l'armée romaine ou ce qu'il en restait, mais aussi à la fois par un effondrement de l'armée romaine elle-même. Il y a eu un ancien débat, savoir si l'armée romaine était morte de sa belle mort ou s'il avait été assassiné. Je répondrai les deux, mon général. Les deux facteurs se sont additionnés. Alors on a cherché des explications qui sont assez difficiles à vérifier, notamment l'existence de maladies, d'épidémies, de changements climatiques dans le nord de l'Europe qui auraient chassé les barbares, mais aussi l'ébranlement des Huns en Extrême-Orient qui aurait entraîné un jeu de boules de billard qui serait les plus proches de l'Empire, auraient été amenés à entrer dans l'Empire. Tout ça est très difficile à dire, à mon avis. Il y a la thèse d'un Américain qui s'appelle Taylor, qui a récemment mis en rapport les changements climatiques, évidemment, et les épidémies avec l'entrée de barbares dans l'Empire. Je fais remarquer que les changements climatiques touchaient aussi bien les barbares que les Romains, d'une part, et d'autre part il n'y a pas de correspondance stricte entre les changements climatiques et les épidémies, d'une part, et les intrusions de barbares dans l'Empire, d'autre part. On peut peut-être noter aussi que tout simplement qu'il y a des causes multifactorielles. Oui, c'est ce que je disais à l'instant. L'Empire, il est à la fois mort de sa belle mort et mort assassiné, les deux à la fois. Les Romains étaient moins bons, les barbares étaient meilleurs. Bah écoutez Yann, en tout cas c'était passionnant. Ce qui est sûr, c'est que pour parler de cette armée romaine, c'est pas 2 heures qu'il faut, c'est c'est une vie entière, je crois. Et donc je vous remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps. Pour les gens qui nous écoutent actuellement, est-ce que vous auriez peut-être des livres, voire des documentaires à conseiller pour ceux qui veulent en savoir plus? Sur l'armée romaine, il y a plusieurs livres récents. Il y a le livre de Pierre Côme sur l'histoire de l'armée romaine, qui est pratique. Il y a le livre de Catherine Wolf, qui est très intéressant, parce que Catherine Wolf, qui est une ancienne élève d'ailleurs, que j'aime beaucoup, avec qui j'étais en contact hier encore, elle n'a pas d'estime pour l'armée romaine. Elle cherche toutes ses faiblesses, et Dieu sait s'il y en a. Puis bon, je n'ose pas parler de mes propres livres que vous avez évoqués. Ah mais si, mais c'est le moment de l'autopromo, Yann, je vous en prie. Ben, écoutez, ça n'a pas duré longtemps, hein, il a sauté sur les bouquins. La promo d'un livre qui n'est pas de moi, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure de Speidel, Les anciens guerriers germaniques. Ça me paraît un livre très très pratique et très, très simple, très bien écrit. J'ai fait la préface et j'ai ajouté un complément bibliographique. Et Michael Speidel a été très content de ça. Donc, pour les barbares. Pour l'armée romaine, eh bien, j'ai une trilogie qui est La vie quotidienne que vous avez mentionnée, et puis les 2 livres publiés chez Picard, L'armée romaine du Haut-Empire et L'armée romaine du Bas-Empire. De toute façon, on vous remettra tout ça, bien évidemment, en description. Vous retrouvez ça en description YouTube, il y a pas de problème si vous êtes intéressé. La bataille du Teutobourg et de Harzorn, pour lesquels j'ai donné 2 petits livres à chaque fois, justement parce que c'est la bibliographie actuellement disponible est totalement en langue allemande. Et alors, vous avez des actus, vous bossez sur quoi en ce moment? Est-ce qu'on a le droit d'être dans le secret des dieux? Alors, j'ai un livre qui va paraître dans un mois qui n'a rien à voir avec l'armée romaine, c'est La Campanie. J'ai une amie qui est une dessinatrice merveilleuse, qui a fait une soixantaine de dessins, et chaque dessin est illustré par une page de texte. Donc, ça doit paraître le 15 février, dans moins d'un mois. Et puis, en ce moment, je travaille justement sur un livre sur l'armée romaine où j'essaie de développer le rôle du combat individuel, ce qu'est la place du soldat dans le combat. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution entre l'armée comme institution, qui était avant moi, l'armée comme instrument de combat sur laquelle j'ai travaillé jusqu'à présent,
et le soldat qui représente le point le plus important de l'histoire militaire. D'où l'étude qui a été faite récemment. Voilà, c'était pas anodin. Ouais. En tout cas, j'en profite parce qu'on me le signale dans le chat. On a le camarade Padre Pio sur les réseaux qui travaille de temps en temps pour Nota Bene et qui est un auteur vraiment de talent et aussi un médiateur assez exceptionnel qui a un podcast qui s'appelle C'est plus compliqué que ça, qui parle d'histoire. Je vous encourage vraiment à aller le voir aussi. Ça fait partie des bons podcasts et vous avez 3 épisodes qui sont dédiés à la chute de l'Empire romain justement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus et puis laissez-lui une bonne note et un bon commentaire. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter peut-être un mot de la fin, Yann ? Non, sinon pour vous remercier, Histoire Magazine de m'avoir mis en rapport avec vous et avec toutes les personnes qui vous suivent. Je pense que ce que vous faites est une émission tout à fait intéressante et tout à fait utile pour l'histoire. Je vous remercie. Et encore une fois, on vous remercie tous. Merci Yann et à très bientôt. Salut tout le monde. C'est moi qui vous remercie.